Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Très bien, bonjour, un nouvel épisode cette semaine. J'ai le privilège ou la chance de recevoir Yann Orpin. Monsieur Orpin, je vous laisse vous présenter, je rebondis directement derrière. Bonjour, donc je suis Yann Orpin, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis à la fois entrepreneur depuis maintenant 20 ans et également très engagé dans la vie entrepreneuriale puisque j'ai présidé la Chambre de commerce du Grand Lille et maintenant je préside le MEDEF de Lille. D'accord. Pour nous situer déjà, l'activité principale de votre entreprise, c'est quoi ? Alors on est dans la propreté écologique et humaine. On a toujours eu cette vocation à vouloir accompagner les gens dans la société. On considère que l'entreprise n'est pas un lieu fermé, mais un lieu ouvert, dans lequel on doit accompagner les gens pour pouvoir réussir leur vie. Et l'entreprise est un lieu de passage et un lieu de construction. D'accord. Pour avoir un petit point de repère, combien de salariés, le chiffre d'affaires ? Donc on fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 300 dans l'entreprise. D'accord. Vos clients types, on va dire, quels sont des bailleurs, Alors dans 98% des cas, ce sont des locaux tertiaires. D'accord. Donc des bureaux classiques. Ok. Aujourd'hui, en fait, vous êtes président du MEDEF Grand Lille. Concrètement, ça sert à quoi le MEDEF ? Alors le MEDEF, vous avez 3 niveaux de MEDEF déjà. Vous avez un MEDEF national qui va regrouper un ensemble de branches d'activité et des entrepreneurs. Vous avez un MEDEF régional qui va regrouper des branches, donc qui vont traiter à la fois au niveau national et au niveau régional des sujets assez larges, comme la formation, comme des préoccupations qui sont larges pour l'entreprise. Et après un MEDEF territorial qui est très économique. Moi, je n'ai dans mon CA que des entrepreneurs. Et donc là, on doit être hyper agile au niveau territorial, puisqu'on va traiter des sujets immédiats, comme le Covid par exemple. Quelles sont les difficultés ? On les remonte tout de suite. Et comme ce qu'on a aujourd'hui, c'est comment on accompagne nos boîtes dans tous les sujets qui nous préoccupent en 2022 et en 2023 de manière très pragmatique. Ok. À l'heure où on enregistre, on est en 2023. Les préoccupations très pragmatiques des entreprises, c'est quoi ? La première préoccupation, c'est d'avoir un peu de lisibilité et de visibilité, puisque depuis 2020, on nous avait promis à l'issue du Covid qu'on aurait une forte croissance et qu'on a aujourd'hui eu cette guerre en Ukraine qui est venue tout de suite. Je vous rappelle, on était en février, en janvier, ça a commencé à repartir et un mois après, on apprend qu'il y a une nouvelle crise qui va impacter l'entreprise. Et donc les préoccupations aujourd'hui, c'est de savoir s'ils vont continuer à vivre, réussir à se développer. Et on voit une tendance quand même de démission de l'entrepreneur, puisque les chiffres premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2022 montrent qu'il y a près de 2 fois plus d'entrepreneurs qui arrêtent leur activité de manière volontaire, parce qu'ils n'en peuvent plus, à la fois d'avoir vécu 2020-2021, que 2022 a été dur, et donc là maintenant qu'on est en 2023, la difficulté c'est de se dire qu'est-ce qui va nous tomber dessus, est-ce que c'est terminé ? Et si la réponse est non, j'aurai plus les moyens financiers de suivre et l'énergie nécessaire pour continuer. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un rôle, alors
les mots sont peut-être malvenus, mais de lobbying, comment vous faites en fait pour faire passer les messages? Alors, on a des interventions au MEDEF toutes les semaines. On a un à deux événements par semaine au MEDEF. Et à la fois très large, d'abord sur une revue économique, politique, et puis après des choses extrêmement pointues. On a fait une réunion sur comment je renégocie mon contrat énergétique. De manière concrète, on venait avec son contrat et on expliquait comment faire pour le négocier avec les trois majors. Et ensuite, c'est d'être très à l'écoute des entrepreneurs, et dès qu'on sent qu'il y a une problématique qui commence à gonfler, on crée une commission ou un événement lors duquel on arrive à trouver des solutions. Voilà. Et donc il faut être extrêmement proche des entreprises pour pouvoir répondre au plus juste et au plus précis de leurs besoins. D'accord. Si on en vient à vous plus particulièrement, Monsieur Orpin, votre parcours avant d'être entrepreneur, qu'est-ce que vous avez fait? Notre audience, elle est plutôt jeune, le but c'est d'inspirer. Concrètement, bon, pas bon à l'école, comment ça se passait? J'étais très bon, je devais être 28e sur 28 à l'école. et donc j'ai eu pas mal de retard. J'ai fini le droit à l'âge de 26-27 ans, donc assez tard, mais parce que j'avais pris du retard au démarrage. Donc j'ai été juriste pendant 1 an et demi. Alors je suis sorti en 2000. Et en 2000, il y avait les lois Aubry 2 qui sortaient. Et donc, ça m'a permis d'avoir un travail immédiatement en droit du travail. Et donc, j'accompagnais les boîtes dans la mise en place des 35 heures. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai rejoint Cleaning, l'entreprise que ma mère avait créée en 96. Donc, j'arrive en 2002. Et ensuite, on a racheté une première boîte. J'en ai recréé une, encore rachetée. Et donc, maintenant, on est 4 structures de propreté à la fois dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et on a donc 300 personnes sur ce périmètre-là. Je n'ai de cesse de vouloir toujours améliorer l'entreprise d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. Écologique, on a été les premiers à être avec l'Arbre Vert, par exemple, en France. Et si je me suis lancé dans l'écologie, c'est que j'ai eu une expérience au MEDEF avec un mandat qui était de juger l'amiante. Et j'ai vu à quel point, quand je voyais les orphelins et les veuves, à quel point l'invisible pouvait avoir un impact sur l'être humain. Et donc je ne voulais pas non plus être vecteur de cet invisible avec des produits qui n'étaient pas sains. Et donc à chaque fois qu'il y a de nos produits sains qui sortaient, on les a utilisés. Et là aujourd'hui on travaille avec un produit unique qui est 100% écologique, désinfectant, nettoyant et dégraissant. Voilà, et c'est une innovation d'il y a 1 an, donc on ne cesse de vouloir innover dans l'entreprise. Pour moi, une boîte qui n'innove pas est une boîte qui meurt. Donc, on se contraint toujours à innover, puis c'est toujours excitant. Et puis, socialement, j'aime bien aussi les parcours qui ne sont pas lisses. Des gens qui ont vécu des choses dans leur vie et qui ont besoin de se reconstruire. Et pour moi, l'entreprise est un lieu de reconstruction et de construction pour pouvoir permettre d'être un tremplin peut-être pour les personnes, ou si elles veulent rester, de rester. Et donc, on a des belles aventures humaines sur ce sujet-là, avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le métier qu'ils ont exercé chez nous. Et ils se sont épanouis. Et maintenant, ils sont repartis pour d'autres aventures. Et voilà, j'aime bien que ce soit un lieu de passage, mais un lieu de passage qui marque positivement les gens. D'accord. Et alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, vous voyez, un peu la mécanique. J'ai du mal à comprendre comment vous, par exemple, vous êtes entrepreneur, ça se passe bien. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, vous vous engagez pour le MEDEF, par exemple? Quand j'étais juriste, j'ai vécu donc les 35 heures et j'ai vu des boîtes qui ont dû déposer le bilan parce qu'il y avait des grèves dans ces entreprises-là. Et je me dis qu'il faut trouver un équilibre. Et donc pour moi, le MEDEF, c'est un équilibre entre la défense de l'entrepreneur, des collaborateurs, mais des parties prenantes. Et donc pour moi, le MEDEF doit être un trait d'union entre tout le monde. Il ne doit pas défendre que l'intérêt d'un patron, parce que tous les patrons ne sont pas bons, d'abord. Et qu'ensuite, l'entreprise ne vit que si elle a toutes les parties prenantes s'engagent, que ce soit évidemment les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, aussi tenir compte de l'environnement, du social et de l'entrepreneur. Donc des actionnaires qui ont pris le risque quand même de créer la boîte, d'investir pour le développer. Et donc le MEDEF est là pour créer un lien entre tout ça pour moi. Et de ce fait, si on trouve un équilibre, une performance globale de l'entreprise, eh bien l'entreprise fonctionnera. Et donc mon objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans cette atteinte de la performance globale de l'entreprise. D'accord. De manière, très schématique, quel est le spectre du MEDEF? Je m'explique. Je suis jeune, j'ai envie de créer ma boîte. Est-ce que je me tourne vers le MEDEF ou est-ce que c'est trop tôt? Alors, moi, j'ai créé Génération MEDEF en 2010, avec la volonté d'accompagner justement les jeunes dirigeants en les réunissant entre eux. Donc, ils ne rentrent pas directement au MEDEF, mais dans une sorte de SaaS, avec des jeunes entrepreneurs, puisqu'il y a des jeunes entrepreneurs de 19 ans à 40 ans dans Génération MEDEF,
pour qu'ils puissent commencer à échanger sur leurs idées, d'être inspirés auprès d'autres, mais aussi d'être inspirants auprès d'autres. Moi, je ne pense que l'engagement n'est possible que s'il y a un partage et que chacun y retrouve son compte et y gagne. Et donc oui, on accompagne les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une jeune entrepreneur de 24 ans qui est dans mon conseil d'administration. Et c'est une volonté aussi que d'écouter les jeunes aujourd'hui avec une volonté de double mentoring, de reverse mentoring. C'est que le jeune a des bonnes idées. On a envie de sentir ce qu'il attend du monde de l'entreprise. Et l'entreprise plus mature, elle a trouvé des leviers d'équilibre économique qu'elle peut partager avec ses jeunes. Et cette année, en 2023, nous créons même un nouveau groupe avec les juniors entreprises des écoles pour rentrer dans les écoles et accompagner ces jeunes dans l'entrepreneuriat directement dans l'école avant même qu'ils n'en sortent et qu'ils puissent créer leur boîte, pour les accompagner déjà sur c'est quoi une entreprise, comment je crée, et leur permettre de faciliter en tout cas la création d'entreprise. Donc oui, le MEDEF de Lille est vraiment tourné vers les jeunes, et en fait même sur toute la chaîne de l'entrepreneuriat, depuis les jeunes qui sont dans l'école jusqu'à ceux qui vont en retraite. Okay. Oui, vous voyez, je trouve ça assez intéressant parce que la raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est que je vous ai aperçu sur une soirée remise des diplômes à MBWay à Lille. Et il se trouve que je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? En fait, moi j'avais l'impression que le MEDEF, l'image que j'en avais en tout cas avant ce soir-là, c'était de me dire le MEDEF est complètement dans son monde, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais décloisonné de la formation. Moi je me dis, quel regard justement, tout à l'heure vous disiez j'étais pas super bon à l'école, ou en tout cas je me donnais pas les moyens, mais quel regard vous portez sur l'école, et en quoi la formation d'après vous c'est important, et qu'est-ce qui manquerait dans la formation ? Désolé, il y a 3 questions en une, mais... Déjà, je pense que le monde évolue, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui ont créé leur propre organisme de formation. Moi, j'ai créé une boîte de formation pour qu'elle colle aux besoins réels que j'identifie pour mes salariés. Et vous avez tous ces jeunes qui sont dans une école de formation, mais qui deviennent entrepreneurs. Et donc les frontières s'effacent en ce moment, puisque chacun finalement a envie de se former, a envie d'apprendre et a envie d'entreprendre. Et donc je considère que l'école n'est plus qu'un lieu de formation théorique, mais il est aussi un lieu de création d'entreprise. Et donc on doit aussi se souvenir que 70% des étudiants arrivent chez nous, donc sur les 120 000, 70% arrivent, mais autant partent. Ça veut dire que le monde économique est très mauvais, dans la mesure où il n'arrive même pas à capter quelques pourcents de ces élèves qui ont du talent. Moi, je considère que la nouvelle génération, celle à qui j'ai remis ces diplômes, c'est une génération qui est dynamique, qui a des espoirs, des rêves, et qui a envie aussi de donner du sens dans notre société. Et donc, c'est ce que recherche aussi l'entreprise, en se disant, voilà, il faut que je prenne des virages, comment je fais ? Eh bien, il suffit d'embaucher des jeunes qui sortent de ces écoles-là et qui vont inspirer naturellement l'entreprise, puisqu'ils vont pas se forcer à être ceux qu'ils sont. Et en exprimant ce qu'ils sont, ils vont déjà venir modifier le spectre de l'entreprise si elle est à l'écoute. Et c'est ce qu'on dit aux entreprises, c'est d'être à l'écoute des jeunes pour comprendre leurs aspirations, ce qu'ils veulent développer, là où ils veulent aller. Et l'entreprise doit s'adapter à ces jeunes, et c'est pas non plus aux jeunes de s'adapter à l'entreprise. En fait, il y a une double adaptation. Et si l'entreprise réussit à intégrer ces données dans sa stratégie, eh bien, elle prendra les bons virages pour attirer les talents et se développer. Parfait. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous êtes investisseur privé ou ce qu'on appelle business angel. Quel est, indépendamment de considérations économiques, quel est le moteur, une fois de plus, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé là-dessus ? Alors, j'ai d'ailleurs aucune considération économique. Quand je rentre au capital d'une boîte, je ne regarde pas ce qu'elle pourrait me rapporter. Ce qui m'intéresse, c'est 2 choses. C'est le projet. Si c'est un projet qui va impacter le territoire. Et deuxièmement, si les personnes sont vraiment bien, qu'elles veulent vraiment entreprendre, c'est d'être accompagné. Voilà. Moi, j'ai réalisé mon rêve en développant cette boîte et en atteignant mes objectifs. Et donc, c'est à moi aussi maintenant de rendre, d'accompagner des jeunes dans leurs projets et de leur permettre de réussir. Et donc, le fait d'être dans ces entreprises dans lesquelles mes associés entre 21 et 30 ans me permet aussi de mieux comprendre ce qu'attendent les jeunes de la société et comment je m'inspire, comment ils déteignent finalement sur mes stratégies pour que dans mes boîtes de propreté plus classiques, eh bien, j'arrive à prendre les bons virages qui vont correspondre aussi aux volontés des jeunes qui sont les décideurs de demain. D'accord. Alors, il y a un sujet que j'adore tout particulièrement, sur lequel j'adore échanger avec mes étudiants, c'est la performance.
Comment on considère qu'on est performant quand on est à la tête du MEDEF Grand Lille ? Là, pour moi, là, c'est très pragmatique. On a d'abord un questionnaire de satisfaction de nos adhérents. Et deux, c'est aussi les retours qu'on peut avoir des entrepreneurs qui nous disent, voilà, heureusement que vous étiez là, avec telle action, vous avez sauvé la boîte. Ou même pendant le Covid, c'était même pire, même dans la presse, on avait des gens qui disaient, ils nous ont sauvé la vie, j'allais mettre fin à mes jours, mais comme ils avaient créé ça, eh bien, là, en l'occurrence, c'était un lien direct avec des psychologues. Comme ils ont pu appeler les psychologues, eh bien, ils n'ont pas agi contre eux. Et ils n'ont pas mis fin à leur jour. Voilà. Et donc je pense que ces témoignages-là, c'est un gage de performance quand on arrive à répondre rapidement aux besoins de nos adhérents. Et en tout cas, ça me suffit, moi, en tout cas, de mesurer cette performance qui n'est pas celle, en tout cas, de notre chiffre d'affaires ou de notre résultat, mais qui est beaucoup plus humaine en termes de satisfaction de nos adhérents et des actions qu'on porte. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête du MEDEF de Lille ? Alors, ça fait 3 ans et demi que je suis président du MEDEF de Lille. D'accord. Mais ça fait 18 ans que je suis impliqué au MEDEF de Lille. Donc D'accord. Ah oui, vous avez démarré il y a très très longtemps. Ouais, j'avais 30 ans quand j'ai démarré mon implication au MEDEF. D'accord. Est-ce que le fait d'être impliqué au MEDEF, c'est quelque chose qui vous aide au quotidien d'une manière ou d'une autre ? Alors oui, très clairement, ça me permet de voir les textes qui arrivent, d'anticiper ce qui va se passer dans les boîtes, en France, en Europe. Et donc, c'est d'avoir un temps d'avance sur les autres boîtes en ayant les informations régulièrement, puisque je suis obligé de lire tout ce qui arrive pour rien rater, si j'arrive à ne rien rater. Mais ça me permet de fait, dans mon entreprise, d'anticiper les changements. Oui, là, en 2023, on aura de la taxonomie. Et donc, je travaille sur le sujet. J'en suis contraint pour le comprendre, pour mieux l'expliquer. Et donc, comme je dois m'y mettre tout de suite, eh bien, c'est un avantage concurrentiel, puisque je vais m'y mettre plus vite que les autres, qui attendent qu'on leur explique ce que ça va être. Voilà. Et donc, mais ça veut dire que je travaille plus aussi, puisqu'il faut que je me mette au courant en termes de veille de tout ce qui se passe. Mais de ce fait, c'est intéressant aussi, pas uniquement sur ce côté-là, mais également, c'est de voir l'évolution des métiers, des secteurs d'activité, pour voir ceux avec lesquels il faut qu'on travaille, parce qu'ils seront peut-être plus performants que d'autres. Et donc, c'est de choisir aussi ses clients en fonction de l'évolution des secteurs d'activité. Et toutes ces informations-là, j'arrive à les avoir avec le MEDEF. D'accord. Alors, je sais que c'est compliqué de répondre à cette question, mais pour schématiser pour cette audience de jeunes, globalement, en tant que chef d'entreprise, votre rythme de travail, c'est quoi ? Quelle est la semaine type ? Et la deuxième, c'est quel volume représente le MEDEF dans votre semaine type à peu près j'attends pas une réponse à la virgule près, mais oui, qu'on ait des points de repère du moins. Je prends mes premiers appels à 7h du matin, puisque je suis dans la propreté, donc les gens démarrent tôt. Donc oui, dès 7h, je suis au téléphone pour les premiers sujets de la journée. Et souvent, j'ai un déjeuner de travail avec des personnes et je termine la journée quand j'ai plus de mails. Donc ça peut être à 22h, 23h. Et entre deux, je coupe en rentrant dans ma famille pour manger avec tout le monde. Et donc j'ai cette pause-là qui est familiale et après, je reprends le travail en fonction des besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des semaines, je peux travailler 16-17 heures par jour et des semaines où c'est plus calme, où je vais en travailler que 10-12. Voilà, mais j'ai pas le sentiment vraiment de bosser dans la mesure où tout ce que je fais m'excite et ça me plaît. Et donc c'est très énergisant. Et quand je suis trop fatigué, par exemple, eh bien j'arrête. Voilà, si jamais un vendredi je suis complètement HS, je vais pas faire le travail, je vais faire du sport, me reposer pour que, en tout cas en écoutant mon corps, pour pas que je tire trop sur la corde. Alors l'implication, donc j'ai plusieurs activités, puisque je dirige 3 associations. J'ai donc 10 entreprises dont je suis business angel et mes 5 boîtes de propreté. Et donc c'est absolument impossible de vous dire combien de temps je passe sur chaque structure, puisque je peux faire du MEDEF dans ma boîte, de ma boîte quand je suis au MEDEF. Voilà, donc c'est compliqué de répondre. La seule chose, c'est que pendant les vacances, il ne se passe pas grand-chose au MEDEF. Donc ce sont des périodes qui sont un peu plus calmes pour moi, mais c'est impossible de vous dire, de dissocier finalement chacune des activités. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amuse, c'est que je ne sais pas le lundi ce qui va se passer dans la semaine. Si je savais ce qui se passait, je pense que je m'ennuierais très vite. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de boîtes, j'ai besoin de beaucoup de projets pour me nourrir et me sentir, je dirais, à l'aise. D'accord, oui, ça me parle. Maintenant, la question quand même, c'est est-ce que vous arrivez à décrocher ? J'entends par là, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes complètement déconnecté de tout ou... Non.
Non, je ne suis jamais déconnecté. Et j'ai pas envie d'être déconnecté. C'est sympa de suivre l'évolution des boîtes. Alors oui, quand vous avez 15 boîtes, il y a toujours un sujet. Quelle que soit l'entreprise, elle a des sujets, et comme la temporalité fait que il se passe toujours des choses dans chaque boîte, et bien il y a toujours un événement qui se passe, et donc moi ça m'amuse de pouvoir le traiter. Quand j'ai pris 2-3 jours de vacances, même un long week-end, Ouais. j'ai besoin de repartir sur des projets, donc je ne coupe pas, mais parce que j'ai pas envie de couper. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens avec qui vous travaillez, par exemple, vous attendez d'eux qui fonctionnent de la même façon ou pas? Pas du tout. Il y en a avec qui je travaille qui coupent complètement le week-end, Ouais. qui partent en vacances, et je respecte, donc je les appelle même pas pendant ces périodes-là. Non, chacun son rythme de vie. Moi, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Si mes associés décident de le traiter, enfin de le voir différemment, j'ai aucun sujet avec ça. D'accord. Ok. Quel regard, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu tabou, entre guillemets, en France dans l'entreprise, quel regard vous portez sur l'échec, sous-entendu le dépôt de bilan, la liquidation judiciaire? Est-ce que le MEDEF intervient là-dessus? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure en amont en disant, on a essayé de faire au mieux pendant le Covid, mais de manière plus globale. Alors, je préside une commission nationale au MEDEF qui est création d'entreprise et rebond. Dans le cadre du rebond, on travaille sur du lobbying pour que lorsqu'un entrepreneur dépose du bilan, ce ne soit plus, en tout cas, indiqué à la Banque de France, pour qu'il ait la chance de recommencer. En France, quand on a un échec et qu'on est fiché, puisque pour moi c'est le cas, eh bien on a des bâtons dans les roues pour entreprendre. Et donc, que font les entrepreneurs? Ils mettent leur femme à la place, en président ou en gérant, pour pouvoir continuer leur activité. Et je trouve que le fait de ficher, c'est un doigt tendu vers les personnes sur leur échec. Alors qu'on peut échouer de différentes manières. On peut échouer parce qu'on a été mauvais gestionnaire. Donc là, c'est l'erreur du chef d'entreprise. On peut aussi échouer parce qu'un fournisseur a déposé le bilan, ou un client a déposé le bilan, ce qui fait que on chute avec lui. Une boîte qui dépose le bilan, on embarque 4 autres. Voilà, pas forcément dans le dépôt, mais en tout cas, il les tire vers le bas. Et là, l'entrepreneur n'y est pour rien, et donc nous, on a demandé à ce que dans ces cas précis, quand il n'y a pas d'erreur de gestion, ce ne soit plus indiqué. Parce que l'échec, je le connais bien, puisque j'ai vécu toute ma scolarité en échec. Et donc, c'est pas facile à vivre, parce qu'on se dit, mince, par rapport aux autres, on est moins bon. Mais de ce fait, quand on est dans cette situation-là, il faut regarder quelles sont nos forces et nos rêves, et s'appuyer sur ces forces-là pour redémarrer et se relancer. Seulement, on a un principe en France qui s'appelle le principe de précaution. Et donc, on nous donne de manière culturelle, déjà, ce côté, fais attention, tu peux planter, tu peux rater. Et donc, c'est pareil, de ce fait, l'échec, c'est la conséquence du non-respect d'un principe de précaution à un moment donné. Voilà. Et donc, culturellement, on est déjà, nous, dans la peur de l'échec. On le voit bien, à la fois comment les Américains sont beaucoup plus à l'aise à l'oral, à l'école, ils prennent la parole très facilement. En France, on est toujours dans le jugement. Et donc, c'est pas uniquement l'entrepreneur. C'est que les élèves sont dans le jugement quand ils doivent prendre la parole en classe. On casse parfois les gens, ou en tout cas dans l'image que ça donne, quand on n'a pas la bonne réponse, eh bien on a une sanction, soit par une note, soit par une colle. Enfin, voilà. Et donc on est vraiment dans une culture. Système punitif. Exactement. Et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, on le voit bien. D'ailleurs, aujourd'hui, seuls ceux qui ont eu 2-3 échecs sont accompagnés par des business angels qui vont rentrer au capital de leur boîte. Donc, on est vraiment sur deux modèles extrêmement différents. Je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est peut-être de changer le prisme et le paradigme de notre éducation, qui pour moi est essentiel aujourd'hui dans notre pays, où on valorise plus les gens. Alors, il y a plus de bienveillance, mais trop de bienveillance, à la fin, ça devient une connerie. Et donc, à un moment donné, il faut trouver un juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est peut-être d'arrêter ces notes, de juger en tout cas les jeunes et les laisser s'épanouir, s'exprimer, tout en mettant un cadre évidemment. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait des entreprises libérées, pourquoi pas aussi des écoles libérées, où on met un cadre fixe au sein duquel il y a une liberté. Et c'est cette liberté qui permettra de ne pas avoir ce même regard sur l'échec plus tard, et qui permettra peut-être aussi de créer des nouvelles personnes entrepreneurs, parce qu'elles n'auront pas peur d'y aller. D'accord. Je sais pas, vous connaissez par exemple des assos comme 60 000 rebonds, ça vous parle ou pas? Alors, on est partenaire des 60 000 rebonds avec la commission que je préside au MEDEF national, puisqu'en fait, on a identifié 60 000 rebonds sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est que quand un entrepreneur peut déposer le bilan, eh bien, 60 000 rebonds peut l'accompagner. Oui. Donc oui, je les connais bien, puisqu'on a signé une convention entre le MEDEF national et 60 000 rebonds.
D'accord. Quel lien vous avez entre le MEDEF Lille et le MEDEF National? Comment ça se passe en termes d'organisation? Alors, tout vient de la base. Alors moi, je suis au CA national du MEDEF, donc j'ai un lien direct puisque je fais partie du conseil d'administration national. Donc je les côtoie. Je dirais que le MEDEF national porte des grands projets. C'est à lui aussi d'être la voix de l'entreprise. Quand il y a une réforme de la retraite sur la retraite, sur le chômage, eh bien, c'est de s'exprimer aussi sur les difficultés qu'on rencontre. Notamment, là, on a eu en 2022 beaucoup d'abandons de postes. Et donc, il dit, voilà, on peut pas continuer comme ça parce que l'entreprise ne peut plus créer de la richesse et c'est quand même grâce à la richesse de l'entreprise que l'État peut aussi développer ses projets. Et donc, là, on fait des propositions au niveau national, mais sur des réformes nationales. Le MEDEF national ne vit que des cotisations de la base. Donc ce sont nous, les MEDEF territoriaux, qui remontons des cotisations au MEDEF régional et au MEDEF national pour qu'ils puissent vivre. Donc en fait, le MEDEF national écoute aussi les territoires dont est issue la manne financière qui permet de développer les projets. Donc je trouve ça très sain que ça vienne de la base, puisque c'est quand même l'entreprise qui doit être défendue, et donc c'est elle qui fait vivre le MEDEF. Ok. Une question qui tue. Le MEDEF, c'est une organisation syndicale. Est-ce que vous faites grève? Alors nous, on fait grève de la courbe du chômage. Okay. C'est la seule chose qu'on peut bloquer, c'est cette courbe. Et on n'a pas le temps de faire grève, on n'a pas le temps d'être malade. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une fois où j'ai dû manquer une journée, mais parce que j'étais physiquement dans l'incapacité de bouger. Parce que j'avais eu une petite opération, mais de ce fait, là, pour le coup, j'étais un peu KO, mais ça n'a duré qu'1 jour. Là, on n'a pas ce temps-là. Ok. Est-ce que, comment je me suis toujours demandé, est-ce que vous avez des liens avec des syndicats, on va dire, grévistes du style, j'en sais rien, CGT, CFDT, peu importe, mais est-ce que vous échangez avec des gens comme ça ou pas du tout? Aussi très régulièrement. Le syndicalisme ne s'entend que dans notre dialogue social. Pour moi, un dialogue, c'est l'entreprise et les collaborateurs de l'autre. Et donc, elles doivent travailler ensemble. Ce serait dommage de se dire que les deux sont différents, puisque les deux sont imbriqués. Et donc, comme ils sont imbriqués, il faut qu'on échange, il faut qu'on trouve des bonnes décisions, des justes milieux, pour que les deux s'en sortent. La difficulté qu'on a en France, c'est que toute notre législation est basée sur les exceptions. C'est-à-dire que quand il y a une boîte qui est mauvaise et qu'un patron est salaud, finalement, on va légiférer pour toutes les boîtes de France à cause d'un cas spécifique. Et donc, il ne faut pas se dire que l'entreprise est mauvaise. C'est qu'il y a des cons partout, et même chez les entrepreneurs. Et donc, malheureusement, on ne garde que l'image dans les médias de ces entreprises, parce que les autres ne font pas en tout cas, payer je dirais ce qu'attendent les gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a que des mauvais exemples, parce qu'on ne donne pas les bons exemples. Et donc, oui, il y a beaucoup de dialogue social. Dès qu'il y a des sujets, on travaille avec la CFDT, qui est très proche, là, en tout cas au niveau régional de nous. On a fait aussi une conférence, il y avait la CGT qui était là. Voilà. Et moi, je trouve ça très sain aussi qu'il y ait ces syndicats, pour une raison très simple. Si on n'a pas de gens qui représentent des corporations, le risque, c'est que tout le monde aille dans la rue, de manière totalement désordonnée, comme on l'a vécu avec les Gilets jaunes. Et donc, il est important qu'on ait ces syndicats salariés qui puissent remonter auprès des entreprises les états d'âme, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour qu'on puisse agir ensemble. D'accord, ok. Non, écoutez, je l'apprends, j'en avais pas conscience. J'aime passer du coq à l'âne. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous a inspiré dans votre vie? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué? Alors, j'ai pas une personne en particulier qui m'a marqué, mais c'est la richesse des rencontres, de manière générale. J'apprends de chaque personne, que ce soit de l'agent d'entretien qui parfois en fait, est très motivant parce que je le vois se lever tôt, d'aller bosser. Derrière, il a aussi une famille à entretenir. Voilà, ce courage qu'ont ces gens-là, ça m'inspire. Jusqu'à la personne qui est beaucoup plus, qui est peut-être moins manuelle et plus intellectuelle et qui a des idées qui sont un peu disruptives et qui ose les exprimer dans un monde dans lequel on n'ose pas. Et donc c'est plus finalement une sorte de puzzle où chaque personne est une pièce du puzzle inspirant pour moi, mais j'ai pas une personne en particulier qui m'inspire. D'accord. Qu'est-ce qui fait que là, vous venez de dire dans le monde actuel, il y a des choses qui font qu'on n'ose pas. D'après vous, pourquoi? C'est simple, c'est la peur du regard de l'autre. C'est qu'aujourd'hui, les gens, de plus en plus d'ailleurs avec les réseaux sociaux, en tout cas veulent donner une bonne image d'eux.
Oui. Et donc, la crainte de tenter quelque chose et d'avoir une mauvaise image fait qu'ils n'osent plus, en tout cas, ils osent moins. Là, et je pense qu'il faut se détacher de l'image d'autrui pour pouvoir oser, foncer et y aller. Surtout qu'une fois qu'on a compris que c'est en osant qu'on réussit, eh bien, il faut casser ce plafond de verre. Mais je reviens sur ce principe de précaution qui fait partie de ce plafond de verre éducatif qu'on a subi. Et donc, il faut réussir à convaincre les gens qu'il faut oser. Et que si on veut vivre ses rêves et pas rêver sa vie, il faut passer le pas. Ok. Et justement, tiens, vous m'intéressez. Quel regard potentiellement vous portez sur des jeunes youtubeurs, influenceurs? Vous avez un avis, pas d'avis Si, c'est-à-dire qu'on est à chaque moment de la société, on a eu des gens qui étaient un peu différents. Alors, souvenez-vous, au début des années 80, on avait un Balavoine qui était pas forcément un influenceur tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, mais qui s'exprimait. Un leader d'opinion. Exactement. Et après, c'est juste quel canal on utilise en tant que leader d'opinion pour faire entendre sa voix. Donc les youtubeurs en sont un, et puis il y a les effets de mode. Il y en a qui durent, il y en a qui ne durent pas, mais finalement, quelle que soit l'époque à laquelle on a vécu, on en a eu, c'est juste le canal qui change. D'accord, ok, c'est clair. Est-ce que vous êtes en capacité je sais pas, de me conseiller un livre, une série, un film, une musique, un truc qui vous paraît incontournable et pourquoi? Alors je ne sais pas s'il est incontournable, mais il y a un livre qui m'a marqué, c'est Bel Ami de Maupassant. Ouais. Parce que, alors je rappelle, c'est 19e siècle, et je trouve que plus d'un siècle plus tard, les choses n'ont pas changé. Voilà. Et il est inspirant en se disant que quand on lit ça, finalement, on pourrait juste l'adapter à notre époque, mais que les choses ne changent pas beaucoup, finalement. Et ce livre, il est intéressant pour voir, finalement, c'est quelqu'un qui monte finalement dans la société française, et il monte grâce à des femmes qu'il rencontre. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est surprenant de se dire que ce livre-là, mais il y en a d'autres, qui montrent que les choses ne bougent pas beaucoup. Ok. Et tiens, on parlait représentation des femmes. Il y a beaucoup de femmes au MEDEF ou pas? Alors, au MEDEF national, à peu près. Pas beaucoup. Nous, au CA du MEDEF de Lille, oui, puisque j'ai 35% de femmes dans mon conseil d'administration. Et on est très vigilant aussi au fait que ceux qui veulent s'impliquer, quel que soit d'ailleurs le sexe, la religion ou la couleur de peau, soit pas un sujet pour nous. Et donc, tous ceux qui veulent s'engager, eh bien, on les prend. Et donc, on a des femmes, des jeunes femmes, on a aussi des jeunes hommes, des hommes vieux. Voilà. En fait, moi, je veux juste qu'on soit à l'image de la société et que de ce fait, on intègre tous ceux qui ont du talent, de la compétence et qui veulent s'engager. Ok. Si vous deviez conseiller un jeune qui a envie d'entreprendre, quels sont les 2-3 conseils que vous pourriez donner? La première chose, c'est d'oser. On en parlait tout à l'heure. Il faut casser ce plafond de verre et il ne faut pas rêver sa vie. Il faut vivre ses rêves. Et si on veut vivre ses rêves, il faut avoir un objectif qui est très lointain. Voilà. Il faut avoir de l'ambition. Et quand on ose, il faut vraiment avoir une belle ambition. Ensuite, c'est d'être vigilant sur les certitudes. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer, vous m'intéressez beaucoup là? C'est-à-dire qu'en fait, on a des prérequis par notre éducation, notre culture, qu'on doit remettre en cause dans le cas d'une société. Sinon, en fait, on n'a qu'une vision qui est tronquée des choses. Et il faut se remettre en cause. Et sur la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et de ce fait, pour pouvoir élargir la vision, c'est d'échanger avec d'autres personnes. Et des personnes qui sont d'horizons différents. Voilà. Et si on n'est pas d'accord, c'est là où c'est riche. Si on est toujours d'accord avec les gens, c'est qu'on a un problème. Et de ce fait, c'est d'accepter d'aller voir d'autres milieux et de regarder aussi la face cachée, un peu comme la Lune, on la voit que d'un côté, c'est de prendre le temps de faire un arrêt sur image et de tourner autour. Et de se dire, finalement, mon projet, je l'ai vu par ce prisme-là, il faut que je le regarde de manière globale. Et aussi, moi, ce qui m'anime aussi beaucoup dans tous ces partages-là, c'est mon angle mort. Je sais ce que je sais, donc ça va. Je sais ce que je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Mais ce qui me fait peur, c'est ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas. Et donc, c'est à moi d'être assez bon pour trouver des personnes qui vont m'aider à éclairer cet angle mort pour pas prendre un mur qui m'empêcherait d'avancer. Et puis, c'est d'avoir un mentor ou quelqu'un à qui on peut se confier. Même s'il ne connaît pas grand-chose au métier que le jeune peut exercer, le fait d'en parler permettra au jeune de trouver lui-même ses solutions. Donc il faut qu'il trouve une personne de confiance à qui il peut partager ça, et puis elle pourra aussi être de bons conseils. Le bon conseil, ce n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais c'est de re-questionner pour que le jeune puisse lui-même trouver la solution lui-même. Voilà. Une sorte d'effet miroir en l'occurrence. C'est ça. Voilà. Donc c'est les premières choses qui sont importantes, et puis il faut un bon projet,
une personne qui bosse, et après le modèle économique, on le trouve. Ok. Vous, à titre personnel, vous avez un projet de carrière bien précis, une ambition précise ou pas vraiment? Enfin, parce que l'idée, enfin, si j'ai bien compris quand même, c'est la crainte, c'est de s'ennuyer, pour faire très simple. Donc, est-ce que vous avez un objectif particulier en tête ou pas? Bon, j'ai juste envie de vivre mes rêves. Ça, c'est mon objectif. Et donc, d'avoir aucune limite. Et donc, grosso modo, à chaque idée, j'ai créé une boîte. Et évidemment, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais je préfère des remords que des regrets. Et donc, le fait de ne pas avoir de regrets, c'est très satisfaisant. Donc, mon objectif maintenant, c'est aussi de permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. En fait, quand je rentre aussi dans les boîtes, c'est que ce sont des jeunes qui rêvent de réussir leur boîte. Et donc, si j'arrive à les accompagner pour qu'ils réalisent leurs rêves, dans ce cas-là, j'ai atteint mon objectif. Voilà, c'est le seul objectif que je me suis fixé, c'est de vivre les choses pleinement, telles qu'on a envie de les vivre. Il y a, alors pas nécessairement en lien d'ailleurs avec la question précédente, mais il y a un certain nombre de métiers dits en tension actuellement, des métiers qui recrutent. Alors, double question. La première, c'est quels sont les métiers qui sont en tension actuellement et quels sont les métiers qui demain seraient, alors, si pas la voie royale, entre guillemets, au moins en forte demande d'après vous? Aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Je ne connais pas un secteur d'activité qui fonctionne bien en termes de management. Et d'abord, je l'explique de deux manières différentes aujourd'hui. La première, c'est qu'en 2020, les gens ont vécu un traumatisme pendant le Covid. Et une grande partie a voulu changer de vie. Une grande partie a été fortement atteinte psychologiquement. Il y avait une stat, c'est que la moitié des salariés ont été atteints psychologiquement par le Covid. Donc les gens, on est quand même que 2 ans après aujourd'hui. Et donc 2 ans après, les gens subissent les séquelles et les conséquences de ce qu'ils ont vécu. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui font de la formation, mais juste de la formation pour patienter, pour se reconstruire. Et l'indicateur que j'ai, c'est que c'est France Compétences qui gère donc toute la formation en France, est en déficit pour la première fois et en déficit de 10 milliards. Ce qui montre à quel point les gens ont fait de la formation. Et donc tous ces gens-là ne sont pas dans les radars de l'emploi, puisqu'ils se forment, mais ils ne peuvent pas bosser dans les boîtes. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a cette... C'est marrant parce que j'allais vous poser la question justement en disant mais où sont ces gens? Et effectivement, ouais, il y a une partie de l'explication. Ça, je ne savais pas typiquement. Voilà, avec 10 milliards de déficit, forcément qu'ils ont tous sollicité une formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on a repensé sa vie, il y a des gens qui testent là. Donc en fait, la grande démission dont on parle, elle n'existe pas. En réalité, on est passé de 2,6 à 2,9% de personnes qui sont au chômage, donc c'est très peu, sauf qu'ils tournent vite. Le temps dans lequel les gens restent dans leur entreprise est beaucoup plus faible. Un jeune estime que s'il a fait 7 mois dans l'entreprise, il a rempli son contrat moral. C'est extrêmement faible, quand avant c'était 3 ans. Et donc, on souffre de cette main-d'œuvre parce qu'on passe beaucoup de temps à reformer les gens, à recruter, mais parce qu'ils ne restent pas. Et donc, ils se cherchent aussi. Et donc, dans les deux cas, on est dans des gens qui se cherchent, et je pense que ce sont les conséquences de ce qu'ils ont vécu pendant cette année assez compliquée. Et l'espoir que j'ai, moi, pour cette année en 2023, c'est que les gens reviennent, c'est qu'ils se disent finalement ça va mieux, et donc je peux reprendre un rythme de vie un peu plus classique, à la condition que l'entreprise ait bien montré aussi le sens qu'elle voulait mettre dans son activité, et qu'elle écoute aussi le collaborateur, et que c'est plus aux salariés et aux collaborateurs de faire ce qu'attend l'entreprise, mais que cette double entente, c'est qu'une double adaptation pour être adaptée à notre nouvelle société. Oui, non, mais alors moi pour le coup, pour être confronté à un public de jeunes au quotidien, typiquement donner du sens à ce qu'on fait, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour les entreprises, en tout cas pour attirer. Je pense que si c'est juste d'afficher 2-3 valeurs sur un logo d'une boîte, c'est pas suffisant. En fait, il y a vraiment cette notion de sens. Je reviens un petit peu sur ma question. Peut-être que vous n'avez pas la réponse d'ailleurs, hein, je le comprendrai. Mais d'après vous, par exemple, parce que dans l'audience, on a forcément des jeunes, mais on peut aussi avoir des parents qui se questionnent pour leurs enfants. D'après vous, quels sont les 2-3 grands domaines dans lesquels il faudra aller dans les 10 ans qui viennent ? Alors, si vous avez une idée. Alors j'ai une idée, oui. Je préside aussi la cité de l'IA, donc de l'intelligence artificielle au MEDEF. Et donc on a fait une étude prospective en 2019 sur les métiers d'avenir. Et donc on est 1,5 million de salariés dans le privé dans les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, 1,5 million de salariés dans le privé, 400 000 fonctionnaires environ. Sur le 1,5 million, il y a 331 000 postes qui vont évoluer avec l'IA.
231 000 où c'est juste une adaptation. Par exemple, on passe du tableau Excel à un logiciel qui va pouvoir emmagasiner de la donnée et donc améliorer aussi la façon de les exploiter. Et on aura 100 000 experts en IA qui vont se développer. Par exemple, aujourd'hui, de manière très concrète, si vous me demandez quel est le métier phare en ce moment, eh bien, c'est data engineer. On avait des data scientists, et donc des personnes qui font bien les choses. Maintenant, il faut quelqu'un qui sache structurer tout ça. Et voilà. Donc, c'est un métier en tension aujourd'hui et on en recherche beaucoup. Donc, le conseil que je donne, c'est de travailler dans des écoles qui travaillent sur de la tech et ensuite, à force de formation, ils vont pouvoir monter dans des métiers qui sont liés à l'IA. Et donc, c'est d'être extrêmement agile sur la façon d'apprendre, puisqu'en fait, les métiers évoluent en même temps que les études. Ça veut dire que les formations qui sont délivrées en septembre, quand elles arrivent au mois de juin, elle a déjà évolué dans l'entreprise. Et donc ces jeunes doivent être à la fois adroits et agiles pour pouvoir être formés, mais aussi d'accepter de faire évoluer les formations. Et donc on parlait de YouTube, et bien, par exemple eux-mêmes de s'adapter finalement à ce qui se passe dans la société et dans l'entreprise pour avoir un métier qui soit adapté à la fin de la formation. Après, ça paraît peut-être sorti d'une série de Netflix, mais moi, typiquement, j'étais en école de commerce ma dernière année, Internet débarquait à l'école, on n'a pas été formé là-dessus. Enfin, on a été formé sommairement, mais je veux dire par là, on n'a pas eu de cours, et ça a été à nous de nous adapter en fonction de l'environnement. Il y a une partie de ce qu'on apprend à l'école, entre guillemets, et puis après, c'est une part de curiosité personnelle, je pense. Un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du 50-50. C'est ça. Alors, il y a quand même une différence. Quand nous, on a connu Internet, tout le monde avait dit à l'époque que ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'impact sur notre société. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui se passe aura un impact. Donc, on n'a pas le même regard non plus sur ce qui se passe. Et les écoles se sont emparées de ces sujets-là pour former maintenant très vite ces jeunes. Donc, on a cette chance d'avoir vécu Internet pour lequel on a mal été formé. Et maintenant, on sait que ça va faire évoluer complètement les métiers de demain. Et donc, tout le monde s'en empare. Donc, ces jeunes ont cette chance d'avoir des écoles qui vont être assez agiles pour bien les former, à plus qu'à 50-50 à mon avis, et qu'ensuite à eux, pour être les meilleurs, et d'aller faire le petit truc en plus, la formation en plus sur Internet ou ailleurs, pour être meilleur que les autres. Mais je pense que ça a vraiment changé depuis 2000, parce qu'on sait que ça va évoluer. C'est comme les crypto-monnaies. On a vu FTX qui s'est cassé la figure. En réalité, Lehman Brothers se casse la figure en 2008-2009, les banques ne se sont pas arrêtées. Donc je pense qu'on va être dans un cycle nouveau de crypto-monnaie, un cycle nouveau de finalement de ce dont les citoyens se sont emparés, puisque ce sont les citoyens qui se sont emparés de la crypto-monnaie. Et donc ça va continuer à vivre. Et donc c'est de voir comment ce nouveau monde va impacter nos vies et comment en tout cas on y rentre. On verra demain ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, dès qu'il y a des nouveautés qui arrivent, elles se développent. Et il y a des cycles, il y a des moments où ça se casse et après ça remonte. Donc voilà, c'est donc comment on s'implique dans ces mondes-là, dans lesquels finalement il n'y a que très peu de formations encore en France. Il y en a beaucoup dans l'IA. On a une cinquantaine d'organismes de formation dans le Hauts-de-France sur l'IA. Mais après, il y a des choses extrêmement particulières. Et c'est là où l'élève doit aller un peu plus loin lui-même pour se différencier des autres. Ok. Et on a échangé un petit peu rapidement tout à l'heure offline sur le Web3. J'étais étonné que vous aviez posté il y a quelques jours un sujet sur LinkedIn. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est une NFT, ou en tout cas quelle pourrait être l'application utile d'un NFT, pardon. Alors, l'application utile du NFT, alors que on reste dans le virtuel, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, ce que j'observe aujourd'hui dans le Web3, c'est qu'il y a de fortes spéculations dans l'art, par exemple, et la durée moyenne de détention d'une œuvre, c'est 14 jours. Voilà, donc on voit bien que c'est spéculatif. Absolument spéculatif. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Peut-être qu'avec le temps, ce sera plus durable. Et donc moi, j'ai besoin de vivre les choses pour les comprendre. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé dans différentes boîtes qui font de l'IA aujourd'hui, dont une qui veut être dans le Web3. Et donc on voit là notamment c'est une boîte qui travaille sur l'état émotionnel des gens et comment l'émotion peut intégrer aussi le Web3. Je pense, il y a des grandes marques de jeux en ligne par exemple qui peuvent être intéressées sur la façon dont les jeunes, dont l'émotion des jeunes évolue et ce qu'on peut en faire. On peut très bien par exemple faire une armure avec l'état émotionnel de la personne. Voilà, s'il est très excité, quelque chose de plus dur. Et donc on peut imaginer que ça permette d'interagir dans le jeu, mais qu'ensuite l'armure peut très bien être transformée en NFT et vendue en crypto-monnaie dans le Web3. Voilà, donc il y a plein de possibilités aujourd'hui qui s'offrent à ça. Je pense qu'il faut le réguler parce que ça peut aller dans tous les sens. Et surtout, ma préoccupation, c'est quelle éthique on met
aussi derrière tout ça, parce que si on peut venir influer sur l'état émotionnel des jeunes, c'est qu'on peut aussi influer de manière négative. L'inciter à jouer plus, par exemple, et ce ne serait pas une bonne chose. Donc voilà, il faut le réguler. Et je pense qu'en France, on a cette chance d'avoir cette éthique qui est beaucoup plus importante que celle des autres pays et qui devrait permettre à nos entreprises de mieux s'en sortir que les autres grâce à ce sujet-là. Et comment, je sais pas, est-ce que vous, à titre perso, vous avez acheté un peu de crypto-monnaie, par exemple? Oui. Pareil, moi j'ai besoin de faire les choses pour les comprendre. Donc oui, je suis passé par tout le cursus. Et c'était pas simple pour le coup. Ouais. Et donc je me dis que le commun des mortels, moi j'étais accompagné en plus, il n'y arrivera pas seul. Et donc j'ai acheté mon NFT aussi. Ah, vous avez acheté un NFT? Oui, j'ai acheté, oui. Excellent. Voilà, parce que je voulais aller au bout du dispositif. Et donc voilà, donc j'ai ma ligne qui fait 50 caractères différents. Là, quand j'appuie dessus, j'ai une image qui arrive. En l'occurrence, c'était un chat. Mais je voulais vraiment le vivre pour voir à quel point c'était facile ou compliqué. Et c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Je l'ai fait une fois accompagné. Là, je ne pourrais pas le refaire seul. Voilà. Et donc je pense que si on veut l'utiliser, il faut qu'il y ait des boîtes qui se créent et qui fassent l'interface pour permettre à chacun de pouvoir rentrer dans le Web3. Ouais, j'en profite d'ailleurs pour dire que dès lors où on investit en crypto-monnaie ou sur du NFT, c'est nécessairement de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est important aussi de bien comprendre que l'investissement comporte toujours un risque, que ce soit de la crypto ou de la bourse. D'ailleurs, c'est la même chose. Mais je pense que c'était utile de le préciser. C'est des plus, d'ailleurs, pour les cryptos, dont la volatilité est bien plus importante que la bourse. Bien sûr. Voilà, et vous avez raison de le dire, c'est que l'argent que j'ai mis dessus, pour moi, je l'avais perdu avant même de le mettre. Ouais, donc j'étais prêt alors je n'ai pas mis grand chose, parce que je voulais suivre le processus d'achat, mais en effet cet argent là je sais que je le perdrai à la fin. Peut-être pas, sait pas. Mais pour moi je pars de ce principe là, pour pas en tout cas rentrer dans ces pièges de la crypto en disant voilà ça monte beaucoup donc je peux gagner beaucoup, mais on peut perdre très vite beaucoup aussi. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté l'interview aujourd'hui? Pour être sincère avec vous, j'ai été étonné de votre accessibilité. Pourquoi accepter de témoigner aujourd'hui? Vous parliez de parler aux jeunes. Là, et je pense qu'on est aujourd'hui trop dans un monde de statut en tout cas de la personne. Et le message, c'est que les personnes qui s'engagent vraiment font fi de leur statut au profit de leur engagement pour la société. Moi, si je m'engage, c'est pour accompagner les gens dans la réussite de leur projet, c'est pour défendre l'intérêt de notre territoire, défendre l'intérêt de l'entreprise. Et dans l'entreprise, il n'y a pas que le patron, il y a aussi les collaborateurs. Voilà. Et donc le message, c'est aussi aux jeunes, c'est ayez confiance dans les aînés. Ne vous arrêtez pas juste à l'image d'Épinal que vous pouvez avoir d'une structure qui peut être très à l'écoute de vos besoins et de vous accompagner dans la réussite de vos projets. Et que le MEDEF n'est pas politique. Beaucoup pensent qu'on est un parti politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Je m'entends aussi bien avec tous les partis politiques, même les écolos qui, dans l'image d'Épinal, sont contre le capitalisme. Et en fait, on dépasse tout ça au profit de notre territoire et que chaque personne que vous allez rencontrer, si elle se cache derrière son statut, fuyez-la. C'est qu'elle n'est pas forcément intéressante, mais si elle est abordable, c'est qu'elle est là pour les bonnes raisons. Ok. Vous avez le droit de me poser une question. Est-ce que vous voulez m'en poser une, et si oui, laquelle? Dans tous les gens que vous avez rencontrés et donc qui délivrent un message pour les jeunes, est-ce que vous sentez qu'il y a un dénominateur commun des messages qui sont passés? Si je devais mettre un mot, à chaque fois, le mot qui est revenu, c'est l'envie. C'est-à-dire que on peut étudier ce qu'on veut, c'est une base, c'est pas suffisant, et que dès lors où on a l'envie de faire quelque chose, d'entreprendre ou d'apprendre, et en fait c'est là où on marque la différence. Tout à l'heure vous avez dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est vous parliez en fait des métiers sur lesquels en fait à un moment donné il y a la formation, et puis la formation elle va pas assez vite par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, notamment dans la tech, et à un moment donné vous avez dit en fait il faut savoir apprendre et aller creuser un petit peu pour faire la différence. Et je considère qu'on soit entrepreneur ou salarié, concrètement c'est la même chose. Vous passez un entretien de recrutement, à un moment donné il y a plein de candidats, il faut que vous soyez apte à marquer une forme de singularité, et cette singularité elle passe par l'envie que vous aurez démontrée ou vous avez tout simplement. Et donc je trouve qu'il y a un fil conducteur qui s'appelle l'envie. Ok, merci.
de rien. Est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais dû aborder avec vous et que j'aurais oublié par hasard ? Ça peut être un des sujets qui est le transgénérationnel. C'est comment est-ce qu'on fait pour tous vivre ensemble, habiter ensemble, travailler ensemble, sans avoir ces groupes qui se créent aujourd'hui, ou des extrémismes qui apparaissent parce que les gens ne se parlent pas, ou qui ne communiquent pas très bien. Et donc c'est comment, dans l'entreprise, on doit gérer cet intergénérationnel pour éviter finalement l'extrémisme de monter. Voilà. Et donc je pense qu'une entreprise doit s'ouvrir aux jeunes, les faire entrer, leur donner confiance. Et l'intergénérationnel, c'est de transmettre ce qui est bon et non pas de juger les jeunes en fonction de l'âge. Voilà. Et donc, c'est comment est-ce que notre société peut se construire de manière sereine dans un monde qui est un peu instable. Et donc, je pense que l'intergénérationnel est une solution. C'est on transmet ce qu'on a vécu avant tout ça et que le jeune puisse s'en inspirer et de ce fait, lui aussi, à son tour, transmettre auprès des moins jeunes leur vision des choses pour qu'on puisse ensemble construire je dirais en tout cas le territoire qu'on souhaite demain. Ok. Alors en même temps, je viens un peu vous taquiner. Je suis d'accord pour ça, mais je me dis, voyez, sur le projet de réforme de la retraite plus tardive et ainsi de suite, le but pour moi, c'est pas du tout de polémiquer sur l'âge de la retraite. Ça, je vous avoue, non, pas du tout. En fait, je me dis, quid de l'emploi des seniors ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut écrire, 65 ans la retraite, mais comment l'entreprise peut s'adapter sur le fait de recruter des plus âgés ? Alors ça, j'ai 2 chiffres à vous donner. Le premier chiffre, c'est que les 55-60 ans ont eu 2 fois plus de recrutement ces dernières années et que les 60-64 ans ont eu une croissance de 30% d'embauche de la part des entreprises. Pour répondre plus spécifiquement à votre question, je pense qu'une des solutions, c'est d'avoir une retraite progressive. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'un coup de l'entreprise, mais on sort un petit peu à la fois, en réduisant son temps de travail et en assurant la formation de son successeur. Et donc c'est plus un départ en retraite progressif, à mon avis, qui peut être une solution, qu'un départ immédiat. Et donc c'est aussi l'entreprise de jouer le jeu, puis elle a besoin de ses talents, de ses compétences. Et donc ça permettrait une transition entre le travail à temps plein et puis à un moment donné où on s'arrête complètement, pour que la personne puisse s'adapter aussi au nouveau rythme. Ouais, non, je trouve l'idée, en tout cas, je la trouve séduisante. Après, est-ce que c'est le genre de message que le MEDEF essaie de relayer au niveau politique cette fois ? Absolument. C'est clairement une politique du MEDEF dont on a parlé l'année dernière, en 2022, quand on voulait faire des propositions sur la retraite. Et c'était une 4e voie, c'était celle de la transmission et de la transition de la personne de l'emploi vers la retraite. Et que la retraite progressive permette de mieux transmettre les compétences. Parfait. Écoutez, Monsieur Orpin, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était très gentil de votre part de me recevoir aujourd'hui. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.